Elle était au Salon de l'Agriculture hier et elle prépare le congrès du Front National qui aura lieu à Lille. Eh bien, le week-end, pas le week-end prochain, le week-end d'après, des 10 et 11 mars. C'est avec Marine Le Pen que nous sommes ce matin dans les studios du Figaro, qui est la présidente du Front National, qui est également députée. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez au Salon de l'Agriculture hier, comme Laurent Wauquiez qui lui a passé 48 heures, je crois. C'est la course à la France des abandonnés, des oubliés, là, entre Laurent Wauquiez et vous? Non, pas du tout. Je pense que de la part d'un certain nombre de dirigeants politiques, c'est surtout la course à ceux qui veulent faire oublier qu'ils ont une lourde responsabilité dans la situation de l'agriculture aujourd'hui. Ouais. Que ce soit Emmanuel Macron ou que ce soit d'ailleurs Laurent Wauquiez, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont été les promoteurs pendant des années et leurs députés ont voté d'ailleurs les accords de libre-échange, notamment le CETA. Mais vous entendez aussi Laurent Wauquiez qui dit, bon, bah, l'autre c'est le président des villes, Macron, et moi je tends la main à tous ceux qui sont oubliés, des services publics, des villes, de Paris, de Macron, et on a l'impression qu'il est en train de chasser sur vos terres. Oui, mais ça fait longtemps, ça fait un certain nombre d'années que les dirigeants de l'UMP puis des Républicains manquent tellement d'imagination que quand ils sont en difficulté, ils se rapprochent de nous. Mais moi, ce que je souhaiterais dire quand même, parce qu'il faut que les gens soient informés, c'est concernant le CETA et l'accord de libre-échange, les accords de libre-échange qui sont en train de tuer les agriculteurs, les députés les Républicains, il y a un an pile, en février 2017, 12 ont voté pour, 5 se sont abstenus et 2 avaient piscine. Voilà la situation aujourd'hui de la défense de l'agriculture version les Républicains. Donc il est insincère dans sa démarche? Évidemment qu'il est insincère. Et c'est d'ailleurs si vrai qu'on le sent très mal à l'aise sur l'Europe. Qu'est-ce qu'il pense, M. Wauquiez? Parce que actuellement, les députés les Républicains participent, encore une fois, au PPE. Le PPE, c'est un groupe au sein du Parlement européen. C'est un groupe parlementaire au sein du Parlement européen qui a des statuts. Non, pas conservateur seulement. C'est un groupe qui, dans ses statuts, demande une accélération de l'intégration européenne et plus de fédéralisme européen. Bon, donc c'est un choix politique. Alors, est-ce qu'il l'assume? Est-ce qu'il ne l'assume pas? Vous voyez, je pense qu'il va être obligé de sortir de l'ambiguïté et ça risque d'être assez cruel. D'accord. Alors, vous dites, le monde rural, c'est chez moi. En quoi vous êtes le monde rural, Marine Le Pen? On m'a dit, est-ce que vous vous sentez chez vous ici? On m'a posé comme question un journaliste. J'ai dit, oui, bien entendu, je me sens chez moi ici, comme tous les Français d'ailleurs, car la ruralité, c'est la France. Et qu'il s'y joue des enjeux qui sont fondamentaux pour l'intégralité des Français, y compris, pardonnez-moi, pour ceux qui vivent en l'occurrence en ville. Pourquoi? Parce que de tous ces accords de libre-échange vont découler la mise en œuvre d'une concurrence internationale déloyale terrifiante, mais va aussi découler notre sécurité alimentaire. Car je rappelle que le Brésil, par exemple, a importé l'année dernière de la viande avariée dans l'Union européenne, que les autorités sanitaires brésiliennes sont notoirement corrompues. Et c'est à elles qu'on va demander de faire des contrôles sur les 99 000 tonnes de viande qui vont arriver sur le territoire de l'Union européenne. Sur ce sujet de l'agriculture, vous avez été sifflé hier à un moment. Il y a même des agriculteurs qui ont refusé de vous serrer la main, je crois, hier après-midi. Non, je ne crois pas. Il y a eu des sifflets quand même à un moment. Un éditeur qui était un ami de M. Alors, Macron. Sautons le pas sur l'Europe, ça nous donne l'occasion d'en parler. C'est quoi maintenant votre sujet sur l'Europe? Bon, j'ai toujours été extrêmement bien accueilli au Salon de l'Agriculture, aux grandes dames de mes adversaires politiques par ailleurs, mais parce que j'ai toujours eu un comportement courageux. Vous voyez, parce que moi, il y a quelques années, je suis venu dire aux agriculteurs ce qui allait leur tomber dessus. Et certains étaient d'ailleurs dubitatifs. Certains faisaient preuve d'un excès d'optimisme. Et je suis arrivé cette année au Salon de l'Agriculture en me disant qu'est-ce que je suis malheureuse d'avoir eu raison. Et les agriculteurs, eux, ils se sont dit, mais cette Marine Le Pen, pour finir, qui était venue nous dire les accords de libre-échange, qui était venue nous dire l'Union européenne, qui était venue nous annoncer les baisses de la PAC, et donc au détriment de l'agriculture française, ben pour finir, elle avait raison. Elle était seule contre tout à le dire et elle avait raison. En fonction de ce que vous venez de dire, quel est votre discours sur l'Europe alors du coup, puisqu'on sait que ça a été quand même un de vos talons d'Achille pendant la campagne présidentielle? Nous, on a entendu que les Français avaient peur du Big Bang institutionnel. Ils sont contre l'Union européenne. Ils sont comme nous. Ils sont opposés à l'Union européenne. Celle-là ? L'Union européenne, non, l'Union européenne, pas l'Europe.
l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une structure politique qui a été construite avec, d'ailleurs... Programmatiquement, c'est quoi votre avec Union la européenne, complicité de la droite et de la gauche, et qui est aujourd'hui une union carcérale. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait? On retrouve notre souveraineté selon un calendrier sur 5 ans. C'est ce que nous proposons aux Français en démarrant par notre souveraineté territoriale et en terminant par la problématique de la monnaie. D'accord. Mais donc sur 5 ans, on sort progressivement de l'Europe. Mais encore une fois sur ce sujet, pardon, je ne veux pas venir sur votre plateau exclusivement pour porter des attaques contre les Républicains, mais moi j'aime pas la duplicité. Vous voyez ce que je pense qu'on est plus honorable quand on est un adversaire politique qui défend des idées radicalement différentes, mais qu'on les assume. Pourquoi prendre des gants avec les Républicains ? Mais par exemple, les Républicains, ils ont voté au Parlement européen l'ouverture du processus de condamnation de la Pologne. C'est-à-dire qu'ils accompagnent ce caractère carcéral de l'Union européenne. Ils vont à l'encontre de la souveraineté des États. Ils ont le même discours que ceux qui sont pro-européens, en fait. Ils sont exactement le même discours. Donc on se pose la question de savoir où est-ce qu'ils vont se positionner dans le cadre de la future élection européenne, qui va voir d'un côté vous les voyez divisés là-dessus. Les mondialistes, avec d'ailleurs déjà rejoint par M. Juppé, c'est la liste En Marche. Ça, c'est déjà rejointe par M. Juppé et par d'autres, et puis la liste de défense de la nation, qui, je l'espère, je le souhaite, sera une grande liste de rassemblement. D'accord. Vous avez lu les mémoires de votre père, puisqu'elles viennent de sortir ? Non. Pas encore, j'en connais déjà des parties importantes, parce que je connais bien sa vie, je crois. Mais vous allez les lire ? Mais je considère surtout que les gens doivent lire ce livre. C'est intéressant. C'est intéressant parce que Jean-Marie Le Pen est un personnage de la vie politique française. Il a traversé 3 républiques. Et donc, ça va jusqu'à la fondation du parti. Ça va jusqu'à la fondation du parti, oui. Il dit qu'il a pitié de vous dans ce... Oui, ça va jusqu'à la fondation du parti. Ça n'empêche pas de dire du mal de moi. J'avais 4 ans à l'époque. D'accord, en 1972. Mais je pense que c'est pour faire vendre le livre. Il sous-entend autre chose aussi. Il dit que vous, en dédiabolisant le Front National, d'une certaine façon, eh bien, vous avez perdu ce Front National, que ce Front National ne ressemble plus à rien. Oui, mais vous savez, il considère que le Front National, c'est lui. Voilà. Et que, par conséquent, le Front National lui appartient. Moi, je considère que le Front National est un grand parti politique. Il ne m'appartient pas. Il appartient à ses adhérents. Et surtout, il appartient à tous les Français. Parce qu'il est aujourd'hui le seul mouvement politique qui défend une vision qui est différente de celle qui nous est imposée depuis 30 ans. C'est pour ça que vous voulez en changer de nom, justement, pour marquer la rupture avec lui ? Pardon ? C'est pour ça que vous souhaitez changer le nom du parti ? Non, je souhaite changer le nom du parti parce que le parti a changé lui-même de nature. Il est devenu un parti de gouvernement. Il est un parti ce qui n'était pas le cas sous votre père. Il est un parti qui a commencé à acquérir cette culture de l'alliance. On l'a vu aux élections présidentielles. Il est un parti qui a fait le choix de l'implantation locale, ce qui est une nouveauté par rapport à avant. Et donc, il faut qu'on marque cette nouvelle page de l'histoire du Front National. Par rapport à votre père, est-ce que ce n'est pas le regard porté sur la Deuxième Guerre mondiale qui finalement vous distingue beaucoup aussi? On a beaucoup parlé de Jean-Marie Le Pen. J'ai beaucoup commenté les déclarations diverses et variées de Jean-Marie Le Pen. J'ai rompu politiquement avec Jean-Marie Le Pen. Ça a été un effort évidemment brutal pour nous tous d'ailleurs, qui s'étions beaucoup battus pour lui. Quand même, au fil des années. Je n'entends pas continuer à le faire. D'accord. Alors, vous êtes soulagé qu'ils ne viennent pas, j'imagine, au congrès du Front National à Lille, les 10 et 11 mars. C'est bien, ils respectent les statuts. Comment vous allez rebondir? C'est la question que tout le monde se pose. Parce que vous savez, les commentaires, c'est quoi? C'est Marine Le Pen, elle est au fond du trou, elle est complètement déprimée. C'est l'enterrement. Voilà. C'est le cas ou pas? Non, pas du tout. D'abord, vous n'allez pas me dire oui, mais comment on rebondit? Non, mais j'ai envie de vous dire... Non, vous avez accusé le coup quand même avec le débat. Non, mais j'ai encore envie de vous dire, des enterrements du Front National, moi j'en ai vécu des dizaines. Vous ne pouvez pas nier ça, on nous a enterrés des tas de fois. La persévérance. Vous voyez, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. Ce qui compte, c'est le courage de continuer. Voilà, c'est Churchill. Eh bien, moi, j'ai le courage de continuer parce que je pense que l'offre politique qui aujourd'hui est celle du Front National est plus essentielle que jamais. Et que personne
personne d'autre ne présente cette offre politique. C'est quoi? En 2 mots, c'est quoi? Mais c'est la défense de la nation et de l'intégralité des protections qui sont celles qu'offre la nation. Que ce soit les frontières, que ce soit un système de solidarité nationale, que ce soit la défense de l'identité, que ce soit la sécurité sanitaire, que ce soit la liberté de notre pays à décider pour lui-même. Est-ce que c'est possible dans le monde d'aujourd'hui, ça, ce que vous dites? Mais bien sûr, mais le monde entier fait ce choix-là. L'Europe, en réalité, fait un choix qui est totalement à contre-courant de l'histoire. C'est le choix que font les États-Unis avec Trump? Mais le choix des États-Unis, c'est le choix de la Chine, c'est le choix de l'Inde, c'est le choix de toutes les grandes nations aujourd'hui. La France est petite aussi. Protection, mais ça n'est pas une question de taille. Protection, patriotisme, défense des intérêts nationaux et sûrement pas brader la nation comme l'ont fait en réalité au fil des années et la droite et la gauche sous les derniers gouvernements. La ligne est claire. Comment la conduire? On nous dit que vous êtes aussi assez seul. Florian Philippot est parti. Oui, mais Florian Philippot est parti tout seul pour le coup. Ouais. Bon, ben voilà, il est parti tout seul. Pourquoi il mène son le Front aventure. National a refusé de débattre avec lui à la télévision récemment? Mais parce que je vois bien quelle est la tentative, si vous voulez, d'essayer de faire une égalité. Vous ne jouez pas dans la même cour. Une égalité entre un mouvement qui a réuni 11 millions d'électeurs et quelqu'un qui, pour l'instant, a réuni 1,6% dans une partielle. Bon, pardon, c'est vrai qu'on ne joue pas dans la même cour, c'est une évidence. La seule raison. Mais vous parlez d'isolement. Je ne me sens pas du tout isolé, Pas du tout isolé. Mais absolument pas isolé. Et d'autant moins isolé qu'aujourd'hui, je travaille, encore une fois, à mettre en place cette liste de rassemblements. Mais ce rassemblement, je veux le faire en France avec les mouvements qui défendent la nation et la souveraineté, mais aussi en Europe. Car nous avons toute une série d'alliés aujourd'hui qui manifestement sont dans des très fortes dynamiques et avec lesquels nous souhaitons faire une majorité au sein du Parlement européen. J'ai parlé de Florian Philippot, on n'en parle plus. On parle de Marion Maréchal Le Pen qui a fait un tabac à Washington, au moins médiatiquement. Hein, ça va vous plaire ce que je dis. Elle a fait un tabac. Comment vous êtes avec elle? Quelles sont vos relations? Vous parlez? Vous saviez ce qu'elle allait dire là-bas? Bien sûr, bien sûr, je savais ce qu'elle allait dire. Je savais pourquoi elle y allait d'ailleurs. Elle y va pour défendre un projet professionnel, puisqu'elle a quitté la politique pour s'engager dans un. On a l'impression qu'elle veut revenir là, non? Non, en tout cas, c'est pas ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, moi, je souhaite investir en quelque sorte le champ de la métapolitique et de la formation. Et je me dis, mais après tout, aussi nous qui sommes sur le champ électoral, nous pouvons également voir avancer nos idées sur le plan de la formation, d'école, un peu un Sciences Po, pour le Front National, pas du Front National, de nos idées. Mais tant mieux, je veux dire. Là, franchement, je pense que c'est une très bonne chose. Elle pourrait vous succéder un jour? Mais encore faudrait-il qu'elle en ait le souhait. C'est pas sûr? Non, c'est pas sûr. Vous avez dit, d'ailleurs Louis Alliot le répète aujourd'hui, que y a pas que la politique dans la vie, quoi. Vous pourriez un jour décider de vous retirer, de jeter l'éponge. Si vous voulez, m'appelant Le Pen, on me renvoie systématiquement l'idée que je vais faire de la politique jusqu'à 90 ans. Ce n'est pas mon objectif. Moi, encore une fois, je ne me bats pas pour moi, je me bats pour mes idées. Et si un jour, je l'ai dit, quelqu'un est mieux placé que moi pour rassembler, est aussi solide que moi face à l'adversité, car lorsqu'on est candidate à la présidentielle pour défendre les idées nationales et présidente du Front National, croyez-moi, il faut avoir les épaules larges et une sacrée solidité. Eh bien, si un jour ça arrive, moi ça ne me posera aucune difficulté. C'est aux adhérents du Front National de décider. Aucun souci pour le Congrès, vous êtes sûr de toute manière, vous êtes la seule candidate. Je ne vais pas vous faire le coup d'Hidalgo pour les Jeux Olympiques. Quoi Je t'ai lu, bon, parce que effectivement, je suis la seule candidate, mais ça révèle aussi quelque chose. Quelque part, ça révèle aussi qu'en réalité, au Front National, personne ne remet en cause la ligne que je porte depuis 15 ans et qui a été choisie en 2011, puis en 2014, puis en 2018. Alors, il y a à l'occasion de ce congrès un comité national qui va être élu, qui va être composé, 100 personnes, qui seront, elles, élues. Il y a 20 autres personnes qui seront choisies par vous, par vos soins.
Permettez-moi d'ailleurs d'en profiter pour dire à tous ceux qui ont reçu leur vote qu'ils ont encore quelques jours pour voter, qu'ils n'oublient pas d'aller poster leur vote. Ces bains-là, vous allez les choisir où? D'abord, je vais les choisir chez les gens qui, à mon avis, sont de très bonne qualité et méritent de participer de ce comité national, mais qui ne pouvaient pas être candidats parce qu'ils ne répondent pas aux critères qui sont ceux des statuts, qui vont être modifiés d'ailleurs lors du prochain congrès. L'idée, si vous voulez, c'est que ce Parlement, puisque là, le Comité national est une forme de Parlement, eh bien, puisse représenter l'intégralité des sensibilités du Front National. D'accord. On parle d'une montée en puissance d'une sensibilité catholique. Vous confirmez ça? Non, parce que cette sensibilité catholique, elle a toujours existé. Le comité fraternité. Non mais d'accord, enfin c'est combien de personnes? C'est une liste qui a été diffusée, mais il y a toujours eu une sensibilité catholique au sein du Front National. Elle a toujours existé. Ce qui est problématique, ce sont les gens qui veulent que l'on adapte le Front National à des considérations qui sont des considérations religieuses. Et ça, c'est pas votre encore une fois, évidemment, il y a des catholiques au Front National, bien entendu, et moi d'ailleurs en premier, mais en l'espèce, le Front National est aconfessionnel. Voilà. Il était aconfessionnel sous Jean-Marie Le Pen et il reste aconfessionnel sous Marine Le Pen. Et vous revendiquez catholique? Bien sûr. Bien sûr, d'accord. Sur les européennes, deux petites questions. Un, est-ce que vous pourriez être la tête de liste? Beaucoup le souhaitent. Je sais, beaucoup le souhaitent. Ça n'est pas mon souhait à moi. Mais vous savez, il paraît qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Mais... Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous voulez nouer des alliances pour aller justement à cette élection. Des alliances avec qui? Nicolas Dupont-Aignan a dit « Moi, je n'y vais pas si on est en duo ». Il veut une tierce partie. Eh bien, on ne sera pas en duo. C'est qui la tierce partie? Nous y travaillons. Vous souhaitez qu'il s'associe à vous? Oui, mais je crois que si vous voulez, au-delà de ça, la vraie question qu'on doit se poser tous, Nicolas Dupont-Aignan et un certain nombre de gens qui sont aujourd'hui aux Républicains et qui ne s'y reconnaissent pas du tout, c'est est-ce que on laisse les mondialistes se rassembler autour d'Emmanuel Macron et nous, on continue à partir en ordre dispersé ou est-ce qu'on monte une vraie grande liste de défense des intérêts nationaux? Et croyez-moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de participer à cette dynamique. Vous avez des discussions avec des républicains qui pourraient venir chez vous, là? Encore une fois, mais évidemment, on a tout le temps des discussions. C'est qui, par exemple? Mais on a tout le temps des discussions avec des gens qui s'interrogent sur la ligne qu'est en train de reprendre les républicains et qui semble être une ligne de déliquescence quand même par rapport à ce qui a pu être extérieur. Mais je voudrais dire, pardon, il n'y a pas que le rassemblement en France. Il y a aussi le rassemblement au Parlement européen, avec tous nos alliés, avec tous ceux en fait, qui vous auriez voulu qu'il y ait des listes transnationales? Non, parce que chacun, encore une fois, combat l'Union européenne telle qu'elle est construite, mais chacun défend sa nation, mais nous pouvons de mettre majoritaire au Parlement européen. Nous pouvons être majoritaires au Parlement européen. Et alors, la réorientation sera totale de l'Europe. Quand est-ce qu'on saura si vous êtes candidate ou pas, si vous conduisez la liste? Écoutez, le jour où vous saurez qui va être tête de liste pour Macron, qui va être tête de liste pour les LR, eh bien, je vous dirai qui sera tête de liste pour notre liste de rassemblement. On est avec Marine Le Pen qui continue à répondre à vos questions, chers internautes, avec Jean-Baptiste Sémergent qui nous a rejoint dans le studio. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Yves, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Une première question de Janine. Janine, elle est de la classe moyenne, elle gagne 1 200 € par mois et elle se plaint de son pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous lui proposez, vous, deux propositions qui pourraient rétablir un meilleur pouvoir d'achat? D'abord, je lui propose de changer radicalement le modèle économique français parce que c'est la concurrence internationale déloyale qui a contribué à effondrer l'économie dans notre pays et à créer un maximum de chômeurs. Or, évidemment, ce sont des choses qui sont liées. Quand une économie va mal, par définition, il y a moins de gens qui travaillent, il y a moins de gens qui travaillent, il y a donc moins de gens qui cotisent, il y a donc moins de ressources pour l'État et il y a donc évidemment moins de capacité de redistribution. Et deuxièmement, vous le savez, nous avions proposé la baisse de l'impôt sur le revenu. Et puis, je lui propose surtout d'arrêter toutes les augmentations de taxes qu'on a vues passer sur le tabac, sur l'essence, sur le timbre, sur le diesel, etc., sur le forfait hospitalier, sur les mutuelles, sur les assurances. Et comment on fait alors pour les recettes de l'État? Parce que l'État, il est endetté jusqu'au bout. L'État, il ne doit pas être si endetté que ça, puisqu'il semblerait qu'il ait fait un cadeau absolument
absolument spectaculaire en supprimant l'ISF sur les biens mobiliers et également en mettant en place la flat tax. Donc vous voyez, quand on veut trouver des marges de manœuvre, on en trouve. On a aussi beaucoup à en trouver dans la politique d'immigration qui, elle, bénéficie d'une augmentation de budget en toutes circonstances, alors même que rien que l'aide médicale d'État, c'est 1 milliard, à mon avis d'ailleurs plus, d'euros. Rien que l'hébergement d'urgence, ça doit être 2 ou 2 milliards et demi d'euros. Vous êtes assujetti à l'ISF, vous ? Pas du tout, absolument pas. Autre question. On reste sur les migrants. Rémi vous demande si vous approuvez la fermeté de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, et Emmanuel Macron en matière de politique migratoire et du traitement des réfugiés. Mais il n'y a aucune fermeté de la part... Même la circulaire Collomb ? Rien, mais il n'y a rien. Cette circulaire... Le contrôle des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. Ce n'est pas le cas avant. Mais non, mais c'est scandaleux que ce ne soit pas le cas avant, parce que la loi existait déjà. Donc vous êtes en train de nous dire, on va aller dans les centres pour savoir ceux qui ont déposé un dossier d'asile et ceux qui n'ont pas demandé un dossier d'asile. Mais de toute façon, tous ont le droit de déposer un dossier d'asile, et même si ce dossier d'asile est rejeté, il y a 90% de ceux qui voient leur dossier être rejeté qui resteront sur le territoire national. Donc il ne faut pas se laisser prendre à cette communication du gouvernement. Il n'y a aucune fermeté de la part de M. Collomb en matière d'immigration, aucune. On est sur des petites mesures administratives qui, en réalité, n'auront évidemment aucune conséquence sur les flux migratoires, dont j'annonce qu'elles vont continuer à s'accélérer, bien entendu, puisque l'Allemagne, elle, en revanche, est en train de donner un tour de vis. Il y avait une question tout à l'heure sur le chat du Facebook Live du Figaro qui vous interrogeait sur les discriminations à l'embauche des élus du Front National. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez assez souvent ? Un ressenti ? Élus du Front National qui ont une discrimination à l'embauche quand ils cherchent un job, quoi. Parce qu'ils sont élus du Front National, ils n'arrivent pas à trouver un emploi. Bien sûr. Mais il est évident qu'il est assez, effectivement, difficile d'entendre en toutes circonstances parler de discrimination sans évoquer la discrimination politique. Encore aujourd'hui. Mais bien sûr, parce que vous savez, il y a un certain nombre de sociétés qui veulent faire plaisir au gouvernement et qui presque précèdent les souhaits de nos adversaires politiques. Donc oui, ça existe encore, bien sûr. Autre question. Nadia trouve que l'on vous entend un peu moins en ce moment dans les médias. Est-ce que vous allez revenir ? Est-ce que la présidentielle a été difficile ? Non, non, je crois présente objectivement dans les médias, mais je ne suis pas la seule, et heureusement. Et j'espère d'ailleurs que les médias prendront l'habitude de pouvoir inviter, y compris les nouveaux visages qui apparaîtront au moment du congrès, parce que nous avons énormément de gens, oui, nous avons énormément de gens qui sont extrêmement talentueux, mais vous savez très bien comment ça fonctionne, hein, les médias préfèrent avoir Marine Le Pen que quelqu'un d'autre. C'est pas vous qui allez vous en plaindre. Ben si, un peu quand même, comme présidente du Front National, je m'en plains parce que il y a une forme de chantage. Bon, ben si c'est pas vous, alors ce sera personne d'autre. Et ça, Avant, c'était Florian Philippot. Alors ça, je trouve pas ça correct. Donc j'espère que les Français pourront découvrir l'étendue des talents qui existent au sein de notre mouvement. Autre question. Nacho voudrait savoir si vous seriez capable ou si vous auriez envie de retourner à votre travail d'avocate. Ah, capable, ça sûrement. C'est comme le vélo, hein. Ça s'oublie pas. D'ailleurs, je suis en quelque sorte aussi avocate hein, depuis que je fais de la politique. L'avocate de tous les Français, l'avocate de mon pays. Donc bien sûr, je pourrais le faire, mais je n'en ai pas aujourd'hui le souhait, mais j'en ai la capacité. Dernière question. Une dernière question. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du compliment. Félicitons-nous. Emmanuel Macron, non, pardon, pas Emmanuel Macron. Emmanuel tweet que vous êtes intelligente et généreuse. Est-ce que vous auriez un compliment à faire à quelqu'un et quoi ? À Emmanuel que je ne connais Emmanuel pas. Ou quelqu'un d'autre, hein, il est bienveillant en tout cas. Voilà un compliment qu'il mériterait. Moi, je voudrais faire un compliment à tous les adhérents, à tous les militants du Front National. Parce qu'ils se battent dans des conditions qui sont difficiles. Et ce sont vraiment des patriotes dans l'âme qui, pour beaucoup, ont sacrifié une partie de leur tranquillité pour mener ce combat pour les idées. Combien d'adhérents actuellement au Front National ? Écoutez, là, je ne sais pas, il y en avait 50. On dit que ça baisse quand même, hein ? Non, je ne crois pas que ça baisse en l'occurrence par rapport à quand nous avons adressé il y a un mois et demi. Non, mais écoutez, nous avons adressé il y a un mois et demi aux adhérents à jour un questionnaire. Enfin, il y a 2 mois, un questionnaire. On l'a envoyé à 51 000 exemplaires. Donc, aux adhérents à jour. Bon, par conséquent, 27 000, on a eu réponse au questionnaire. Ça a très, très bien marché. Et nous révélerons d'ailleurs les résultats de ce questionnaire le samedi après-midi de notre congrès. Après votre discours. Vous, c'est le samedi matin. Avant mon discours. Moi, mon discours, c'est le dimanche après-midi. Et
le dimanche après-midi, j'annoncerai, donc nous mettrons en place un vote pour le nouveau nom du Front National et j'annoncerai quel est le nom que je vais soumettre au vote. On le saura dimanche. Vous le saurez dimanche. Le nom qui sera soumis au vote. Exactement. Et ce vote, il aura quelle forme après? Et il aura la forme d'un vote probablement postal dans les quelques jours qui suivront le congrès. Et le résultat sera connu très rapidement. Avant le printemps. Ah oui, bien sûr. C'est le 21 mars, le printemps. Oui, avant le printemps, oui. Un seul nom. Maintenant que vous me dites ça, on a tellement l'impression d'être au cœur de l'hiver. Avant l'été. Il y aura un seul nom ou des propositions? Non, un seul nom. Je leur proposerai un seul nom. Et si on dit non, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on dit non, on conservera le nom Front National. C'est dit. C'était le talk de Marine Le Pen. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu aux questions des internautes et du Figaro. Merci Jean-Baptiste. Les internautes étaient nombreux. Merci à vous. Vous êtes fait l'intermédiaire, le médiateur, comme on dit. Merci, à demain pour de nouvelles aventures.